Tu parles du rêveur qui arrête de rêver. Oui, je parle de l'arrêt du rêve d'individualité et non pas de l'éveil parce que c'est pas monté de cette façon-là. Donc, le mot éveil n'est pas venu pour moi. Et c'était vraiment l'arrêt du rêve d'individualité. Ce que je trouve beaucoup plus simple d'ailleurs parce que il n'y a pas de connotation spirituelle là-dedans. Donc, c'est pas une expérience spirituelle. C'est l'arrêt du rêve d'individualité. Donc, il y a avant et après. Il y a quand on rêve et quand on arrête de rêver. Ben, quand on arrête de rêver, premièrement, c'est pas une personne qui arrête de rêver. C'est qu'on voit que le rêve est illusoire, tout simplement. Donc, c'est pas une expérience de plus qui va arriver à quelqu'un. Est-ce que cette vision du rêve qui est illusoire, pour toi, elle est venue petit à petit, et puis de plus en plus, de façon évidente, elle s'est imposée? Elle s'est imposée à sa façon, à elle. Donc, simplement, ce que je peux te dire, c'est qu'au début, il y a eu un lâcher-prise, un constat. Un lâcher-prise qui n'était pas un petit lâcher-prise comme je vais lâcher prise d'être une brune pour devenir une blonde. Non. C'était fondamental. Donc, il y a eu un lâcher-prise de vouloir contrôler. Un lâcher-prise de vouloir arriver à un but. Et de ce lâcher-prise-là, je me suis retrouvée assise à l'intérieur de moi sur un petit banc à regarder comment je fonctionnais. Et j'ai vu le rêve. J'ai vu que je rêvais de moi-même. Tout simplement. Et c'est accessible. Tout le monde peut faire ça. Oui, tu parles, en fait... Oui, en fait, j'ai envie de poser des questions très simples, parce que toi... allez! Hein? Allez! C'est toujours des réponses simples que tu donnes. À quoi on rêve? On rêve de nous-mêmes. On rêve qu'on existe individuellement. On rêve que de nous. Je dis souvent, on ne rêve que de soi. Le soi étant le personnage que l'on croit être. Donc, on se croit un personnage pensant. Est-ce que c'est... je vais enlever ça parce que ça m'embête en fait. Est-ce que c'est la même attitude que se mettre tout le temps au centre de tout? C'est ça? C'est de se mettre tout le temps au centre de... Le rêveur a une perception, effectivement, qui part de lui. Simplement de lui. Donc, tout est filtré à partir de son bagage personnel. Comment on fait pour arrêter de rêver alors? Ben, on fait que regarder qu'on rêve. On constate qu'on rêve. C'est tout. Alors, essayer d'agir dans le rêve pour transformer le rêve, ça ne sert à rien. Essayer d'agir dans le rêve, c'est par exemple... Essayer d'améliorer le rêve, c'est ce que l'on fait. Essayer d'améliorer le personnage que l'on croit être. Essayer d'amener le personnage que l'on croit être à une libération. Fonctionne pas. Le serpent se mord la queue. Ah oui, il y a quelque chose que j'ai noté justement dans un des poèmes, c'est le chercheur, à un moment, il est pressé d'aboutir. C'est pas ça que tu dis? Ben, toujours, hein? Ouais. Toujours. De conclure, tu dis même. Oui. Oui. C'est intéressant de constater comment on veut toujours arriver à une conclusion sur tout, y compris son état. Bon, comment je me sens aujourd'hui et pourquoi je me sens comme ça? Et c'est un dialogue constant pour le rêveur. Vouloir comprendre, vouloir ressentir, vouloir. Il y a beaucoup de vouloir là-dedans. C'est un petit peu aussi une culture qui est en cours dans le monde des chercheurs spirituels, je ne sais pas comment les appeler. Ah, c'est un bon nom, les chercheurs spirituels.
où on est là, elle doit s'observer, tu vois, parce qu'il peut y avoir une confusion. Alors, tu dis, il faut que je regarde, que je rêve. Alors peut-être, nous, on pense que la bonne façon de regarder que je rêve, c'est tout regarder, tout checker sans arrêt, tu vois. Donc c'est vrai que l'attitude de départ, à partir d'où je regarde que je rêve, ça c'est aussi pas évident. Ben, c'est pas évident parce que quand tu commences à te regarder, tu as les caractéristiques du personnage que tu regardes. Tu es le personnage que tu regardes. Donc, émotivement, tu as les caractéristiques. Mentalement, tu as la façon de comprendre. Et c'est pour ça que souvent, les émotions du personnage que tu regardes vont t'aspirer. Et celui qui regarde redevient à nouveau le personnage. Ben, c'est de persister, tout simplement. Ah oui. Persister. Laisser les émotions monter. Qu'est-ce qui rend dense le personnage? C'est les émotions. Alors à ce moment-là, ben, en laissant les émotions se déployer, l'émotion se déracine elle-même. Ce qui te donne une impression de plus de légèreté. Et ce qui te donne un regard plus impersonnel. Tu te crois moins le personnage. À ce moment-là, c'est plus facile de regarder. Mais au début, ben, il y a cette espèce de sensation d'être une cocotte minute, remplie d'émotions. Tu veux travailler tes émotions, tu vas rendre encore le personnage plus dense. Et c'est ce que l'on fait habituellement. Cependant, est-ce qu'il n'y a pas quand même un processus, tu l'évoquais hier sur toi, ton cheminement, où justement, à partir du moment où on sait faire ça, où on a compris un peu le processus, les émotions vont se présenter du coup. Et voilà. Un chapelet, justement. On parle de... C'est ça? Oui. Ben, les émotions, si tu les laisses monter, ben, le personnage va avoir une impression « Aïe, aïe, aïe ». C'est plus difficile parce que je ressens plus les émotions. Ben, c'est là où tu peux rester tranquille aussi et laisser les émotions monter. Évidemment, les émotions qui sont là ne vont pas disparaître d'aucune façon. Tu peux prier pendant 10 ans pour que les émotions soient plus là. Ce n'est pas le pouvoir du personnage de gérer les émotions. Les émotions, elles-mêmes, vont se déployer à leur façon et finalement se déraciner sans la volonté du personnage. Tout ce que tu as à faire, c'est d'être présente et consciente de l'émotion qui est là et de la laisser tranquille. Je pourrais dire, les émotions, c'est pas de tes affaires. Donc, dégage-toi et regarde l'émotion passer. Mais l'émotion, c'est pas de tes affaires. C'est les vacances un peu, là. Habitué comme on est à gérer. Hein? Quand l'émotion arrive, tu peux voir les nombreux mécanismes qui vont se mettre en action pour que tu ne restes pas avec l'émotion. C'est vrai. Hier, tu disais une image qui était fabuleuse. Je sais pas, tu parlais de tête chercheuse, là, un truc qui allait à 3000 à l'heure pour essayer de trouver Oui, une solution. aussitôt que l'émotion qui est dérangeante arrive, les têtes chercheuses se mettent en action. Ils vont essayer de trouver une façon que tu ne restes pas avec l'émotion. Comme un instinct de survie, tu comprends? Et ça, c'est illusoire. Et le fait que les têtes chercheuses cherchent à te retirer de là, ben, ça donne de la puissance à l'émotion. Donc, c'est un vrai cercle vicieux. Hein? Et on peut aller en thérapie et essayer de contrôler les émotions, s'apaiser, changer les émotions. Je me souviens qu'à un moment donné, au Québec, il y avait ce truc-là. Prendre l'énergie d'une émotion négative et la transformer en émotion positive. Mais c'est n'importe quoi. Oui, dans cet accueil, l'expérience que j'en fais aussi, c'est que derrière l'émotion, c'est peut-être pas derrière, mais c'est après l'émotion, ensuite, il y a souvent de la joie, puisqu'on parle de joie, puisque tu parles de grande joie,
on croit qu'il y a des peurs, on a projeté plein de choses terribles. Et souvent, une fois qu'elle est passée, qu'on a réussi à faire ce que tu proposes, c'est jamais comme ce qu'on pouvait imaginer. C'est ça que je veux dire. Et il me semble que ça devrait être tellement simple. Combien de fois, dans le monde du rêve, on s'imagine quelque chose qui n'arrive jamais? Ben, c'est plus fort que nous, on recommence. Ah, je devrais faire telle chose parce que la semaine prochaine, il va arriver telle personne et ça n'arrive jamais comme on l'imagine. Mais pourquoi on recommence tout le temps? On recommence tout le temps. C'est comme un mécanisme robotique qui fonctionne. Ça, c'est intéressant de pouvoir se reculer derrière ce mécanisme-là pour l'observer, pour le regarder. Quelquefois, il y a aussi le découragement. Quand on a commencé à voir le mécanisme, on se dit ce mécanisme est beaucoup plus intelligent que moi. Je ne vais pas y arriver. Un petit peu comme toi, tu as dit, mais quand tu as fait The Surrender, je ne vais pas y arriver, et que tu as tout posé en disant je ne suis pas à la hauteur, je ne peux pas, quoi. Oui. Ben, c'est de constater que tu n'es pas outillé. Ah oui, tu parlais d'outils. Tu n'es pas outillé pour comprendre, pas outillé pour contrôler les émotions, ni le corps. On a l'impression qu'on peut contrôler les sensations du corps. Le corps, ce n'est pas de notre affaire. Le corps fait sa job de corps, sans nous. Alors là, il ne reste pas grand-chose, hein? C'est ça. Là, il ne reste pas grand-chose. Alors, je te vois les yeux comme ça à chercher. Ah, qu'est-ce qui pourrait me rester? Rien. Rien de tes trucs à toi. Et là, on s'imagine qu'avec rien de nos trucs à nous, ben, on est dans un trou vide. Mais non, moi, je sens la joie derrière. Mais c'est encore... Est-ce que c'est pas comme la libération? Être libéré de cette histoire grotesque. Oui, mais je pense que c'est pas l'attendu, tu vois. C'était pas, en général, je n'étais pas dans l'attendu que j'imaginais. Et c'est comme si... C'était dans l'inconnu, alors. Oui. Et c'est une joie simple. Très simple. Être heureux pour rien. Tu parlais hier aussi de quelque chose qui est important, c'est pas pour donner des conseils, mais pour des petits repères. Tu parlais de l'honnêteté, de cette observation. On se fait à croire n'importe quoi. On se fait à croire qu'on est une personne libérée, qu'on est une personne paisible, qu'on est une personne intellectuelle, qu'on est sensible. Je suis la plus sensible du monde. Ben oui, mais vous êtes 10 000 à dire la même chose. Je suis la plus malheureuse du monde. C'est moi qui... Moi. On n'arrête pas. Et on se croit. On dit des trucs qui sont énormes et on le croit. Je me disais, personne ressent de la même façon que moi. Personne n'a cette sensibilité-là. Personne n'a autant souffert que moi. Et je veillais à ce que personne essaie de me faire croire qu'il avait souffert plus que moi parce que c'était la guerre. C'était moi la plus grande souffrante du monde. C'était le top 50? Top 50, c'était moi. Tout le monde est comme ça. Il se raconte une histoire. Il y a un historien fou dans la tête de tout le monde qui lui raconte une histoire. T'es une personne privilégiée. Toi, tu es. Et toi. Et... Ça peut arrêter aussi. On peut voir, mais qu'est-ce que c'est que ce cirque dans ma tête? C'est sympa cette histoire d'historien fou. T'es contente? J'adore. Et pourtant, quand je vois Betty, et si je vois un autre être qui a réalisé sa nature, sa vraie nature, qui est une vraie personne, on va dire tout simplement. Une vraie personne. On peut dire ça? Moi, je sais pas comment on peut dire, parce que éveillé, c'est vrai qu'on en a marre. Ben ici, c'est ça. Vous avez lourdement chargé le terme, voilà. d'éveiller.
Dans le fond, vous avez transformé Une le personne. vieux Dieu en personne éveillée. Ça fait plus tendance, Ben, c'est si on clair. fait simple, on peut dire une personne qui accomplit ou qui est pour ça que je dis une vraie personne, ça veut. Je sais pas comment dire. Hein. Tout ce qui vient, c'est l'arrêt du rêve, c'est tout. Ouais. Ce que je veux dire, c'est que il y a quand même dans cette ok, la personnalité, elle a explosé, il n'y a plus de personnalité, et pourtant il y a des spécificités. Betty, elle est quand même unique dans sa manière de transmettre. La vie s'exprime dans la multiplicité de la forme. C'est trop top. La fleur, l'arbre, l'être humain, qui a des caractéristiques spécifiques. La vie s'exprime à sa façon. Et c'est pas une marque d'une unité d'une personne, c'est la marque de cette multidimensionnalité, de cette abondance. Et voilà, c'est pas une personnalité. Tu comprends? Peut-être c'est pas le bon terme. Si. Si. Il y a un mot que tu n'as pas du tout employé hier, parce que c'est pas venu tout simplement, je pense, c'est la place de l'amour, ou est-ce que la joie c'est l'amour, ou qu'est-ce qu'on fait avec l'amour, parce qu'on le met un peu dans n'importe... Enfin, Ben, c'est intéressant de savoir qu'est-ce que tu veux dire quand tu parles de l'amour, parce que je vais demander à 10 personnes c'est quoi l'amour, et les personnes, selon leurs propres expériences, auront une définition de l'amour. Mais tu sais, on se fait croire des choses avec l'amour, hein? c'est ce que tu disais, oui. Moi, je disais à mes enfants, je vous aime inconditionnellement, mais vous avez intérêt à réussir dans la vie, à avoir un amoureux qui me plaît, à prendre vos responsabilités, à faire de moi une grand-mère. Mais je vous aime inconditionnellement. Mais c'était n'importe quoi. Je leur disais ça en ayant des conditions. Je disais à mon amoureux, je t'aime inconditionnellement. Tu as intérêt à faire la job. Mais on ne fait que ça. Et on parle de l'amour. L'amour, c'est un mot aussi. En même temps, je te dirais que la grande joie, la paix permanente, l'amour infini, c'est la même chose. Mais il ne faut pas s'accrocher sur des mots, hein? Non, mais dans cette peur qu'on a, ok, si je peux plus m'accrocher à la personne, si je peux plus m'accrocher à mon corps, si je peux plus m'accrocher à mes émotions pour exister, il y a ce vide, qu'est-ce qui va se passer? Que tu cherches à remplir avec quelque chose que tu connais, est-ce que tu pourrais être disponible et accueillir que l'inconnu, tu ne le connais pas et que l'inconnu n'est pas caché à quelque part à l'intérieur de toi et que toi, comme tu es exceptionnel, tu aurais accès à cet inconnu-là? Non, accueillir, ben, l'inconnu, je ne le sais pas, d'instant en instant. On appelle ça la vulnérabilité. La vulnérabilité, c'est ne pas savoir et être disponible, simplement. Alors, ce que tu viens de dire, c'est exactement ça, hein? Quand on arrive aux portes de l'inconnu, on se dit « OK, je veux bien l'inconnu, mais j'aimerais ça m'assurer que ça ne va pas être vide. J'aimerais ça m'assurer que je ne vais pas me retrouver toute seule ou... » Et là, tu n'as qu'à voir ce que tu es en train de faire. Et quand la petite voix dans ta tête te dit « Attention, attention, là, il ne te reste plus rien », laisse parler la petite voix. Si tu ne la laisses pas parler, tu ne vas pas la voir, tu ne vas pas l'entendre. Laisse-la parler. Quand elle arrive à une conclusion, je disais à la voix « Je ne crois pas ce que tu dis. Je crois que la voix part du cœur, de la machine à rêver. » Que la voix dise « Ah, Betty, tu es en train d'atteindre un niveau... je crois pas ça. » Si la petite voix disait « Bon, ben vraiment, là, tu es en train de te planter, Betty, bravo. Je crois pas ça. » Et je revenais à l'instant. Qu'est-ce qu'il y a dans l'instant? Que ce qu'il y a dans l'instant.
Donc, je ne croyais pas ni un côté du pendule, ni l'autre côté du pendule. La machine était ébranlée, me donnait des signaux de détresse. « Hey, ça va pas bien, Betty, là. Tu sais, t'es en train de faire quoi, là? Tu sais, t'es en train de jouer avec ta sécurité. » Je crois pas ça. Et je restais. Tout le monde est capable de faire ça. C'est fabuleux, en fait. Finalement, là, tu nous donnes quelque chose de très simple à appliquer. Hein. C'est très simple. Un enfant de 8 ans pourrait le dire. Bien sûr. C'est très simple. Tout le monde est en mesure de le faire, d'instant en instant. Comment tu as validé un petit peu cette façon de faire dans toi, à un moment, tu dis « Ah oui, ça, c'est comme ça que je veux le faire. » Il me restait que ça. OK. Il me restait que ça. Je me suis retrouvée assise sur un petit banc à l'intérieur de moi à me dire « Mais est-ce qu'il me reste juste le moment qui est là? » C'était l'endroit que je fuyais. Comme j'avais des perceptions extrasensorielles, comme j'avais des rêves, beaucoup la nuit, des rêves lucides, je me disais, la réalité, c'est ça. C'est pas ce passage obligatoire sur la terre. Pour moi, c'était l'enfer. Je me disais, n'importe quoi, mais pas ça. Je parlais aux gens et j'étais ailleurs tout le temps dans ma tête. Je n'étais jamais présente, jamais. J'étais ailleurs. Je faisais ma business de rêve. Et j'ai constaté qu'il me restait que l'instant. Et l'instant que j'interprétais comme étant la chose la plus ennuyante au monde. Je disais, le monde que je perçois n'est pas représentatif de la belle personne que je suis à l'intérieur. Trop drôle. C'était exactement le miroir que je ne voulais pas regarder. Dans le fond, il me restait nulle part où aller. Je me suis abandonnée sur le bord du chemin. Et il me restait que l'instant. Et là, je voyais les nombreuses voix qui arrivaient pour me sortir de là. Et je voyais que, à l'intérieur, le personnage appuyait sur le bouton d'alarme. Ça va pas bien. Ou tu vas mourir ou tu vas devenir folle. Je crois ni ceci, ni cela. Et je restais dans l'instant. Et le personnage avait bien raison d'appuyer sur le bouton d'alarme. Il se sentait en danger. Il avait raison. C'est si simple. Ben oui. C'est tellement simple que ça te donne même pas l'impression d'être si intelligente. C'est trop simple. Ça passe aux côtés de nous, c'est trop simple. C'est une autre forme d'intelligence, en fait. Hein? Inconnue, mais... c'est une forme d'intelligence qui ne t'appartient pas personnellement. Ça monte au fur et à mesure, oui. Ce que j'appelais l'intelligence de la vie. Et dans des mots simples, je disais, la vie s'installe à sa façon, comme la foudre qui tombe sur un arbre. Et c'était très différent de ce que je connaissais. Donc, il n'y avait pas l'intelligence... Tu sais, l'intelligence, là, l'intellectuel, là, quand tu lis un livre et que tu te dis « Ah, j'ai compris ça », et là, ça te donne une impression d'être si intelligent. C'était pas ça. C'était pas ça du tout. C'était pas émotif. Je ressentais pas le mouvement émotif dans ce truc-là, ni le mouvement sensoriel. Donc, j'appelais ça l'intelligence de la vie, qui s'installait à sa façon, et non pas à la mienne. Parce que moi, mon intelligence, elle filtrait tout. À un moment, quand on t'écoute, on se dit, il y a une dynamique qui s'est mise en place, et après, tu ne pouvais plus faire marche arrière, quelque part. Non. C'était comme si j'avançais vers un précipice et que derrière, il y avait des feux allumés. Donc, il n'y avait pas moyen de reculer non plus. Ce que j'appelle la vérité avait été aperçu. Un aveugle qui va voir pour la première fois ne va pas refermer ses yeux en se disant « Ah non, c'était mieux avant. Non, c'est trop tard, il l'a vu maintenant. » Oui.